Nous allons maintenant accueillir Wyatt Reed, en direct de Beyrouth, au Liban. Il couvre l'offensive israélienne qui se poursuit dans le sud du pays. Wyatt, bienvenue à l'antenne, et désolé de t'avoir fait attendre. Pas de souci, Max. Content de you. Oui, toi aussi. Alors parlons un peu de ton dernier... Enfin, je voulais aborder ton dernier rapport sur le Sud, mais on pourra y venir. Donne-nous d'abord un aperçu de ce qui s'est passé depuis. La semaine dernière, on a appris qu'Israël et le Liban, c'est-à-dire les autorités qui ont très peu de mandats pour le faire et qui enfreignent la constitution libanaise, ont signé un accord cadre marquant le début de discussions officielles de coopération. Israël continue de bombarder le Sud, même plus à jour sur la situation actuelle. Oui, alors la grande nouvelle de ce soir, c'est qu'ils ont enfin signé cet accord cadre, présenté aux États-Unis par le secrétaire d'État Anthony Blinken et en Israël par Netanyahou, comme une avancée formidable. On a un peu perdu de vue pourquoi c'est censé être si important, alors que pour beaucoup, c'est exactement ce qu'on attendait. En gros, le gouvernement libanais, si on peut encore l'appeler comme ça, se couche complètement et offre à Israël tout ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, il veut maintenir son occupation du sud du Liban indéfiniment. Et ça, c'est un cadeau tout fait au gouvernement sioniste. C'est en réalité une reddition totale. Cela permet à Israël de continuer à occuper indéfiniment toute la zone dite de la ligne jaune et même au-delà. Et les Israéliens l'ont dit très clairement. Depuis l'annonce de cette nouvelle, Netanyahou a déclaré publiquement qu'ils occuperaient cette zone de sécurité au Liban, je cite, « aussi longtemps que le Hezbollah ne sera pas désarmé ». Donc en clair, indéfiniment, non? Parce que le Hezbollah a répété, encore et encore, qu'il ne se désarmerait pas unilatéralement tant que de vastes portions du Sud resteraient militairement occupées par des forces étrangères. En somme, cela revient à dire que le gouvernement libanais a en quelque sorte lancé une invitation. En gros, ils ont cédé de larges zones du Sud aux Israéliens, en leur déroulant littéralement le tapis rouge. L'accord cadre prévoit certaines clauses sur ces soi-disant zones pilotes où, en théorie, le Hezbollah devrait se désarmer puis remettre le contrôle du territoire à l'armée libanaise. Et on a déjà vu ce que ça donne quand ils essayent de faire ça. L'armée libanaise arrive et ensuite, elle se fait tuer par Israël. Ils se font bombarder ou frapper par des drones ou des missiles, y compris des officiers de haut rang de l'armée libanaise. Donc voilà, je pense qu'on sait tous comment ça finit. Ça conduit encore une fois à une formalisation de l'occupation. Et pour les autorités libanaises qui sont au pouvoir, c'est un moyen pour elles d'affaiblir leur adversaire en utilisant l'armée israélienne comme intermédiaire. Non seulement pour affaiblir leur adversaire, mais aussi pour attaquer la communauté, l'électorat du Hezbollah, qui est la plus grande faction parlementaire au Liban. C'est tout simplement de la lâcheté. Voici quelque chose que vous avez filmé aujourd'hui à Dahia, qui montre la réaction de la base du Hezbollah, le 10e jour du mois de Muharram. Et c'est bien le premier jour de l'Ashura. C'est le jour de l'Ashura. Oui, c'est bien ça. Le jour où l'imam Hussein a été tué. C'était le petit-fils du prophète Mahomet, et il a refusé de se soumettre au dirigeant tyrannique Yazid, le calife Yazid. En gros, c'était un chef très impopulaire des débuts de l'islam, le premier à interrompre ce système un peu démocratique qu'on appelait la Shura. Il avait été nommé directement comme successeur, simplement à cause de son père. C'était donc le premier monarque héréditaire. Et il représentait non seulement un recul par rapport à un système plus démocratique,
Mais en plus, il menait une vie très luxueuse, presque décadente. Il exigeait des serments de loyauté et les opposants étaient écrasés sous son autorité. Et si tout ça vous semble familier, c'est peut-être que vous vivez aux États-Unis ou dans l'un de ses États vassaux. Bref, il a fait face à une mort certaine, avec 72 de ses partisans. Ils savaient qu'ils allaient mourir, mais ils allaient mourir pour quelque chose qui comptait. Et leur héritage allait leur survivre. La phrase célèbre, c'était « jamais l'humiliation ». Et je pense que les Israéliens, il est très probable qu'ils aient délibérément choisi ce moment. C'est un mythe. Cet accord-cadre, en réalité, c'est une immense humiliation pour le Liban en général, mais surtout pour les musulmans chiites, pour qui aujourd'hui est le jour le plus sacré du calendrier. Donc, la confrontation va continuer dans le sud, et Israël doit la poursuivre pour des raisons politiques. D'abord pour attaquer le mémorandum d'accord signé par Trump, entre Trump et l'Iran, via le Pakistan. Le Liban y est mentionné 3 fois. Tant qu'Israël intensifie ses opérations au Liban, ce mémorandum est menacé, et une réponse iranienne reste possible. Ensuite, il y a le danger politique auquel Netanyahou fait face chez lui. Il a besoin d'être en guerre. Mais en même temps, Israël continue de perdre des soldats. L'armée n'a pas réussi à prendre la colline d'Ali al-Tahrir, une sorte de forteresse stratégique du Hezbollah qu'Israël avait lui-même construite dans les années 90. Et voilà qu'Israël Katz, le ministre de la Défense, complètement incontrôlable, déclare que Tsahal ne se retirera pas du sud du Liban, même si les Américains l'exigent. Et franchement, les Américains devraient exiger ce retrait, puisque c'est prévu dans le mémorandum. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Eh bien, je pense qu'on revient exactement au point de départ. Le détroit d'Ormuz reste fermé. Il n'y a pas de... Enfin, il y a des idées d'accord, comme dirait Trump, non? Mais rien de concret pour l'instant. Et quand on voit cette sorte de mouvement en tenaille, avec d'un côté les Israéliens qui disent qu'ils ne quitteront jamais le Sud tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé, et de l'autre, les États-Unis qui affirment qu'ils ne débloqueront pas les avoirs iraniens tant que Téhéran continuera de financer le Hezbollah. Eh bien, le dossier du Hezbollah revient sur la table des négociations. Pourtant, c'était très clair dans le mémorandum d'entente en 14 points. Le Hezbollah devait être traité comme une question distincte, non incluse dans cet accord. C'est d'ailleurs pour ça que les Iraniens tenaient tant à tracer une ligne rouge autour du Liban, à le considérer comme intouchable et à faire en sorte que toute attaque contre le Liban soit vue comme une violation du cessez-le-feu avec l'Iran. Les États-Unis et Israël montrent très clairement qu'ils n'ont aucune intention de respecter leur accord, ni même l'accord américain. Israël dit ouvertement qu'il compte bien saboter cet accord, en affirmant que, quoi que disent les États-Unis, ils ne quitteront pas le Liban. Donc, on a bien le sabotage qu'on savait qu'Israël mettrait en œuvre, mais on n'a pas le genre de discours qu'on a entendu plus tôt cette semaine du côté américain, quand Washington essayait de marquer une certaine distance avec Israël. Pour moi, ça montre que les États-Unis acceptent totalement qu'Israël déstabilise ce processus et qu'ils vont en fait continuer à utiliser cette période de 60 jours de négociation pour essayer d'obtenir des concessions de l'Iran et marquer des points pour leurs propres intérêts. Absolument. Et Trump a violé le protocole d'accord de manière explicite en menaçant d'attaquer l'Iran. Il a dit, je cite, « Je vais bombarder, comment il a dit déjà, je vais faire exploser l'Iran. » Ce sont ses mots exacts. C'est un commentaire très dans le style de Lindsey Graham, venant de Donald Trump. Mais le protocole stipule clairement ne pas attaquer ni menacer d'attaquer l'autre partie. Les menaces de violence sont interdites, donc il l'a déjà violé. Pour lui, ce n'est pas très grave.
Et J.D. Vance est le principal vendeur de cette idée, ce qui ne montre pas une grande confiance de la part de Trump. Pendant ce temps, Marco Rubio reste en retrait, peut-être en espérant que tout ça échoue. C'est le projet favori de Paul Singer et de Miriam Adelson. Il nous reste juste quelques minutes, mais je voulais te demander ce que tu as vu dans le Sud. On va écouter la première minute de ton dernier reportage, intitulé « Sous le feu israélien, les Libanais peinent à rentrer chez eux. Que penses-tu de l'accord avec Israël ?» C'est ridicule, comme l'a dit un homme que tu as interviewé au milieu des décombres. Quoi qu'ils en disent, ça n'arrivera pas. On vient tout juste de tomber sur l'arme secrète du Hezbollah, des câbles à fibre optique. Nos pères sont nés ici. Ils laissent cette terre derrière chaque rocher. Sous chaque arbre, il y a un petit puits. Toutes ces maisons, ces foyers derrière moi, sont actuellement occupés par Israël. All of these houses and homes behind me are currently being occupied by Israel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de revenir loin dans mon village quand j'étais petite fille. Le village, c'est notre village. C'est aussi ma terre natale. Ce reportage est vraiment saisissant, avec certaines des scènes les plus marquantes qu'on ait vues jusqu'ici, sur la guerre dans le Sud, à The Grey Zone. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas, quand vous étiez à Tyr et dans les villages autour de Tyr, alors que des milliers et des milliers de citoyens, pour la plupart chiites, tentaient de rentrer chez eux, y compris parmi les décombres de leurs maisons et de leurs commerces? Eh bien, j'ai vu beaucoup d'optimisme prudent. J'ai vu beaucoup de gens qui voulaient croire à cet accord de cessez-le-feu, qui avaient confiance dans le fait qu'il avait été obtenu en grande partie grâce aux négociateurs iraniens. Ils pensaient que, même s'il n'y aurait peut-être pas un cessez-le-feu total, il y aurait au moins une nette diminution des attaques israéliennes. Et c'est effectivement ce qui s'est passé pendant quelques jours. Puis, Israël a réagi à une attaque dévastatrice contre la mosquée Al-Yara, celle dont vous parliez tout à l'heure, au cours de laquelle 4 soldats israéliens ont été neutralisés, dont un commandant de bataillon, si je ne me trompe pas, du 52e bataillon de la 401e brigade blindée, la même brigade, encore une fois, qui était responsable du meurtre de Hind Rajab. Ils ont répondu à cela par des massacres dévastateurs dans tout le Sud, qui ont fait près de 100 morts en une seule journée, l'une des journées les plus sanglantes de la guerre jusqu'à présent. Et puis, la nuit suivante, ils ont de nouveau été frappés par la résistance, au même point fortifié. Il y a eu, je crois, une quinzaine de blessés, dont un mort. Alors, ils ont encore répliqué par des massacres. Depuis, les hostilités ont nettement diminué. Le Hezbollah a réannoncé un cessez-le-feu qu'il a globalement respecté. Les Israéliens, en revanche, continuent un peu de tenter leur chance. Aujourd'hui encore, il y a eu des bombardements dans tout le Sud. Ils ont enlevé quelque chose comme 8 agriculteurs dans un village du Sud. Des paysans qui ont eu le malheur de croiser des soldats de l'occupation. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre dans le Sud? Eh bien, j'ai vu des signes de crimes de guerre israéliens. J'ai vu aussi des traces des tentatives du Hezbollah pour y résister. C'était la première fois que je voyais en vrai la violence elle-même. Un câble à fibre optique, quelque chose qu'on peut regarder, toucher de la main, et qui montre que le Hezbollah était là, tirant une sorte de drone sur les forces israéliennes quelque part dans les environs. Et j'ai parlé avec des gens qui, presque tous, restaient absolument déterminés à ne pas abandonner la terre de leurs ancêtres. Vous avez vu la citation de ce monsieur âgé qui vivait dans un autre village. Beaucoup de gens dans le Sud, eh bien, ce sont plutôt des gens de la campagne.
Ils n'ont pas forcément envie de venir à Beyrouth. Ils trouvent que c'est bruyant, que ça sent mauvais, que c'est trop agité. Ils préfèrent vivre un peu plus à l'écart, dans la nature. Alors, quand ils en ont la possibilité, quand ils ont les moyens, beaucoup choisissent de rester dans des villes plus petites. Epcot comme Saïda, ou dans d'autres villages du sud, mais un peu plus au nord, là où ils risquent moins d'être tués pour avoir refusé un ordre israélien. Et donc ce monsieur vivait dans un autre village. Beaucoup des enfants qu'on voit dans cette vidéo, et certains habitants aussi, sont redescendus vers leur maison d'origine. Ils sont remontés vers des villages qui sont toujours dans le sud, mais un peu à l'écart des villes, en dehors de la zone habituelle des soldats israéliens. Donc, cet entretien a été réalisé dans un village un peu plus au nord, où les habitants se sont réinstallés, en espérant pouvoir bientôt retourner dans leur vrai village. Ceux qui étaient descendus pendant les premiers jours ont dû tout remballer et repartir vers le nord, sans savoir pour combien de temps, jusqu'à ce qu'Israël montre vraiment qu'il a l'intention de respecter le cessez-le-feu. Et j'ai été frappé par beaucoup des mots que les gens ont employés. Ce monsieur, à la fin, a une phrase très forte. Il disait que chaque arbre avait été, d'une certaine façon, arrosé du sang des martyrs. Ça me fait beaucoup penser à une célèbre citation de Thomas Jefferson, qui disait que, de temps en temps, l'arbre de la liberté doit être arrosé du sang des patriotes. C'est donc un message assez universel. Si cet homme ne parlait pas arabe, je pense que beaucoup d'Américains y verraient quelque chose de profondément patriotique. S'il n'était pas opposé au génocide et au nettoyage ethnique mené par Israël, la plupart des gens aux États-Unis trouveraient ce message très noble. Mais parce qu'il a eu la malchance de naître à la périphérie de l'entité israélienne, on le considère soudain comme un sympathisant terroriste. Pourtant, c'est un désir universel, et c'est quelque chose que j'ai retrouvé encore et encore pendant mes voyages dans le Sud. Eh bien, c'est un reportage très émouvant que vous avez réalisé là. Et comme je l'ai dit sur Twitter, vous savez, ça montre vraiment certaines des personnes les plus dignes de la planète, qui se battent simplement pour leur souveraineté, leur liberté et le droit de vivre sur la terre de leurs ancêtres. Des gens qui ont juste eu la malchance de naître à côté d'une colonie d'apartheid violente et dotée de l'arme nucléaire. Et c'est pour ça que le Hezbollah existe. C'est simplement pour ça. Il n'existe pas pour aller frapper des cibles symboliques à des milliers de kilomètres. Il mène, en réalité, une guerre pour chasser des envahisseurs. Il semble que suite à l'accord d'aujourd'hui, un accord inconstitutionnel entre les autorités libanaises et Israël, cette guerre va se poursuivre. Wyatt Reed, merci beaucoup pour votre reportage. Franchement, c'est l'un des meilleurs que nous ayons fait à The Grey Zone. J'ai vraiment hâte de découvrir votre prochain sujet. Merci.